Aujourd'hui, nous allons parler de la force des mots et de la résilience. Vous savez, ce moment où la vie vous impose des épreuves que l'on croit insurmontables, surtout quand on est un enfant. Mon invité du jour a fait de ses cicatrices une encre indélébile. Je reçois Mathilde Cornaille, écrivaine de l'âme. Mathilde a connu très tôt la maladie et l'enfer du harcèlement scolaire. Mais au lieu de se laisser enfermer dans le silence, elle a choisi de prendre la parole et la plume. Dans cet épisode, nous allons voyager de son enfance aux salles de classe où elle a donné des conférences pour sensibiliser les jeunes. Nous partirons aussi en Corse, sa terre de cœur qui a inspiré son roman L'encre de l'oubli. Avant d'aborder avec pudeur et courage son dernier ouvrage, Le soleil ne meurt jamais, qui traite de la maladie de Charcot. C'est une discussion sur l'amour des livres, le plaisir des salons littéraires, mais surtout sur la capacité que nous avons tous de nous reconstruire. Installez-vous confortablement, on est ensemble avec Mathilde Cornaille. Mathilde, tu as été découverte dans le monde de l'écriture très jeune, sur les conseils d'une psychologue, j'ai lu. Tu as déposé tes pensées par écrit, puisque tu as vécu quand même en tant qu'enfant une jeunesse un petit peu atypique et pas très facile non plus, je vais dire. De cette nécessité est née une vocation qui t'a amené donc à l'écriture d'un roman assez captivant d'après les critiques. C'est un roman autobiographique. Ça s'appelle La vie continue. C'est un véritable message d'espoir, puisque tu y retraces justement ta jeunesse et ton vécu. Ensuite, tu as enchaîné avec des romans un peu plus sombres comme L'encre de l'oubli et Le soleil ne meurt jamais. À seulement 30 ans, je pense, Mathilde Cornaille, tu es l'incarnation un petit peu de la résilience et aussi du pouvoir de la transformation. On peut dire que tu te renais. J'essaye. Oui, tu essayes, mais quand même, c'est chapeau vu le profil. Nous, aujourd'hui, on va un peu parler justement de ton cheminement, de ta reconstruction de toi et comment tu as réussi justement à trouver un peu ta lumière grâce à l'écriture et à ton propre chemin. Voilà. Bonjour et bienvenue sur Côté Canap. Mais bonjour et merci. Bienvenue chez moi. Oui, on est un peu comme à la maison. On est sur le canapé aujourd'hui, donc ça ne change pas. Et justement, puisque t'en parles, j'avais envie de commencer avec une question un peu plus légère, une petite confidence légère. Voilà, toi, tu es écrivaine. Je voulais savoir aussi tes moments off ou tes moments d'écriture. Quels étaient un peu tes rituels canapés? À toi. Alors moi, mes rituels canapé, j'en ai pas. Les seuls moments où je suis dans mon canapé, c'est quand je lis. Je n'écris jamais dans mon canapé. Je suis toujours dans ma salle à manger où c'est une sorte de véranda. Et je suis là parce qu'il y a la lumière, parce qu'il y a l'extérieur et que ça peut m'inspirer plus facilement en fait. Ok, donc t'es pas du style à écrire dans ton canapé la nuit ou dans ton lit. Non, c'est vraiment que dans ma salle à manger. Ok, t'as besoin plutôt un cadre plutôt formel. C'est ça, exactement. Ah oui, c'est particulier. Je vais revenir un petit peu sur justement ton processus d'écriture, puisque comme je l'ai dit, tu as commencé l'écriture jeune, tu as, je pense, lancé ton premier livre, tu avais 16 ans. Ouais. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton histoire, qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Donc j'ai commencé à l'écrire quand j'avais 15 ans, parce que j'étais harcelée à l'école et que j'avais pas de passion. En fait, j'étais enfermée chez moi et je sortais pas. Et donc, quand j'entrais de l'école, mon seul plaisir, c'était d'écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire comme un journal intime. Ouais. Et quand j'ai terminé d'écrire ce journal intime, je me suis dit, il pourrait bien tourner en livre pour des ados qui vivent la même chose que moi. Et donc, je l'avais envoyé en maison d'édition. Ah ouais. Et vraiment, dans le dos de tout le monde, personne ne savait rien du tout. En tant qu'adolescente, c'est une fameuse démarche, en fait. Ouais, mais c'était un challenge. Et comme, en fait, tout le monde sortait à cette époque-là, et moi, je sortais pas, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et moi, ça m'intéressait, ce monde du livre, quoi. Donc, j'ai commencé comme ça, et j'ai été prise par une petite maison d'édition, pas très bien réputée, mais bon, à cet âge-là, on n'y connaît rien. Et j'ai dit à ma maman, écoute, je viens d'avoir une réponse d'une maison d'édition, je suis prise. Ma maman m'a regardée d'un air... Elle s'y attendait pas, quoi. Vraiment, c'était pour elle. Je savais même pas que j'écrivais, donc pour elle, c'était aller tomber des nues. Okay. Et donc j'ai commencé comme ça. C'est vrai que c'est venu comme ça d'un coup, et j'ai pas continué à écrire après. En fait, j'écrivais des petites pensées, des petites poésies, des petits trucs. Mais un livre, je n'en ai jamais écrit d'autres après ça, jusqu'à mes, je dirais 25-26 ans, où je suis partie en Corse. Et en fait, là, en revenant de Corse, j'ai voulu écrire un autre roman sur la Corse. Okay. Et c'est comme ça que L'encre de l'oubli est arrivée, en fait. Donc, tu disais, t'as écrit ton premier livre et ensuite tu as enchaîné, tu as fait une pause. C'était pas vraiment dans l'idée de continuer à faire de l'écriture. Et tu as enchaîné avec un deuxième livre quand tu es partie en Corse et tu avais eu ce besoin d'écrire sur la Corse, qui est pas du tout finalement
dans le lien de ton premier livre, qui est plus un livre autobiographique sur un vécu, comme un journal intime. Pourquoi ce besoin d'écrire alors une fiction ? Mais je ne sais pas, ça m'est arrivé comme ça d'un coup parce que vraiment j'ai mis presque 10 ans entre les deux et j'avais ce besoin d'écrire mais des pensées ou des choses comme ça, mais pas d'écrire un roman. Et en fait les romans, moi j'en lis tous les jours, je suis tous les jours dans un livre. Je me suis dit moi j'aimerais bien aussi avoir d'autres romans et donc j'ai commencé à me dire bon allez, faudrait peut-être y penser. Et en revenant de Corse, j'ai tellement aimé ce voyage qui était sublime avec des gens, j'ai fait des rencontres merveilleuses et je me suis dit en fait il faut que je parle de l'amour corse et de la vie là-bas quoi, des paysages, pouvoir les décrire et en parler. Et faire rencontrer ça en fait aux gens qui ne peuvent pas forcément aller en Corse ou qui ne l'ont pas vécu. Et donc j'ai commencé à écrire vraiment une histoire qui sortait de nulle part et ça en a découlé. En 6 mois, j'avais fini. Oui, j'allais demander justement, t'as mis 6 mois pour l'écrire. Ouais, ça a été super vite. Mon retour, le lendemain du retour, j'ai commencé à écrire et je me suis plus arrêtée. Donc celui-là, c'est L'encre de l'oubli. Oui. Ici, ton dernier roman s'appelle Le soleil ne meurt jamais. Oui. Et dans ce roman-là, par contre, tu décris en détail la région de La Rochelle. Oui. Je t'avoue qu'en l'ayant lu, j'ai envie d'aller voir La Rochelle. Je n'ai jamais été. Donc ça donne envie. Là aussi, est-ce que t'es tombé en amour de cette région ? Comment ça s'est passé pour décider d'écrire sur cette région ? Alors vraiment, ça a été à pouf. J'ai déjà entendu parler de La Rochelle et c'était toujours... Quand on en parlait, c'était toujours c'est une belle ville, c'est un bel endroit, faut aller le voir. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, c'est tombé pile à La Rochelle. Je me suis dit allez, j'ai besoin d'une histoire qui se passe quelque part en France. Je dis ce sera La Rochelle. Et en fait, j'ai commencé à faire vraiment un travail. Comme tu le dis, je décris vraiment La Rochelle. Je n'y suis jamais allée, enfin avant d'écrire le roman, je n'y étais jamais allée. Et j'ai pris en fait des notes, j'avais des cartes partout dans ma salle à manger, sur ma table. J'avais les cartes pour les piétons, j'avais les cartes pour les voitures, les bateaux, enfin tout. Et j'ai tout étudié en fait. C'est un devoir d'enquête en fait que tu fais comme un guide touristique. Mais mon personnage principal et a en fait été guide touristique et donc dedans il fallait que je puisse vraiment rentrer dans La Rochelle et savoir tous les petits recoins qui sont connus ou pas connus, en disant oui mais s'il y a quelqu'un de La Rochelle qui le lit, je veux qu'il se repère vraiment dans sa ville quoi. Okay. Et donc ça a été le but ultime, c'était de tout connaître de La Rochelle. C'est un challenge en plus de l'écriture finalement. Oui c'est ça. Oui, c'était vraiment un travail et ça a pris plus de temps ça que de ne pas que d'écrire mon livre et de juste ne pas réfléchir et écrire quoi. Il fallait que je travaille derrière là-dessus. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit là il faut que j'aille à La Rochelle. J'y suis allée juste après quand j'ai fait le point final. Je suis allée à La Rochelle. Ok. Pour vérifier en fait. Et alors ? C'était plutôt bon. Il y avait ce qui m'a le plus embêté, c'était les tours de La Rochelle parce qu'elles sont vraiment, elles sont immenses et il y a plein de petites salles à l'intérieur avec des escaliers un peu partout. Et en fait, quand on n'y est pas, on n'arrive pas bien à visualiser où est l'escalier, etc. Mais dans mon livre, je suis obligée d'en parler et donc il fallait vraiment que je sache où se trouvait l'escalier par rapport à telle salle. Donc, j'ai vraiment tout visité de A à Z. J'ai pris 4 jours de visite, quoi. C'est excellent parce que t'as un double challenge comme ça et puis ça te pousse à connaître une autre région. Et, oui, c'est ça. Ça te met un autre challenge. Je vais revenir un petit peu sur ton parcours depuis le début. Donc ici, tu disais, tu as écrit ton premier livre autobiographique qui s'appelait La vie continue. Oui. Donc à seulement 16 ans, c'est quand même un titre assez lourd. Oui. Comme tu dis, tu as vécu le harcèlement scolaire. Tu peux nous expliquer un petit peu justement de quoi parle ce livre-là ? Alors ce livre-là, il retrace ma vie de ma naissance à peu près 25 ans parce que je l'ai refait en fait. Donc il est sorti une première fois quand j'avais 16 ans et il est ressorti quand j'avais je pense 25 ans à peu près. Je l'ai réécrit en fait et réédité de moi-même par la suite parce que ça n'allait pas avec la maison d'édition. Et donc je l'ai grossi avec le reste de ma vie qu'il y avait après ce harcèlement scolaire. Mais à la base il parle en fait de ma naissance où j'ai eu des petits problèmes à la naissance déjà de base. Et puis après, j'ai eu un cancer. Donc, j'ai eu une leucémie quand j'avais 2 ans et demi. Donc, je parle de l'avant, du pendant et de l'après-maladie et du harcèlement qui en a découlé parce qu'il a commencé à cause de ma maladie, en fait. Ah ouais ? Ouais. C'est possible de vivre du harcèlement parce qu'on est malade ? Oui, mais en fait je ne l'étais plus, mais j'étais guérie, mais j'ai fait un exposé à l'école pour parler de cette maladie. Les professeurs me l'avaient demandé et il y a des photos qui se sont retrouvées affichées partout dans l'école de moi avec sans cheveux, en étant grosse, ils avaient pris des photos pour les imprimer et les mettre sur les murs de l'école.
Et Ça a commencé été comme très ça. très loin, ce que tu as vécu. Ah oui, ça a été loin, oui. Ouais. Et tu t'es relevé de ça, et j'ai lu que dans un article que tu avais même fait des interviews et des conférences sur le sujet du harcèlement scolaire. Ouais. Comment on tourne la page d'autant de moqueries? Comment on se construit avec déjà un passé lourd d'une maladie en tant qu'enfant? On est censé être dans l'ignorance, dans la joie de vivre, et toi tu subis les hôpitaux. C'est déjà pas un cadre normal pour un enfant. Et en plus, si t'as pas de soutien à l'école, que t'as pas de joie de vivre une fois que tu grandis, comment tu te relèves en tant que femme de ça? Au niveau de la confiance en toi, au niveau de la confiance dans les autres? On se relève pas forcément. Moi, je le dis toujours, j'en ai jamais guéri du harcèlement scolaire parce que, en fait, moi, j'ai toujours peur du regard des gens. Ça, c'est jamais parti, en fait. C'est quelque chose qui est très difficile à oublier, je pense. Et le pire, ça a été vraiment mes conférences en école. Je l'ai fait parce que je trouvais que c'était une revanche, entre guillemets, d'aller à l'école et dire « Ok, j'ai été harcelée, mais regardez, je vais bien, je suis là. Et montrer en fait aux enfants qu'on peut s'en sortir et y arriver parce que les ados sont perdus, quoi. Quand ils sont harcelés, ils savent pas vers qui se tourner et comment faire. Moi, juste, j'ai changé d'école et ça a été hyper difficile parce que même en changeant d'école, les personnes qui me harcelaient m'ont retrouvée. Donc, ils venaient juste... J'ai changé de ville, j'ai changé d'école, j'ai tout changé. Et en fait, ils m'ont quand même retrouvée. Ils revenaient m'embêter à la gare le matin, dans le centre commercial près de l'école où j'étais. Enfin, c'était... Et qu'est-ce que légalement tu peux faire pour stopper ça, en fait? Tes parents étaient conscients, ou alors tu gardais tout pour toi? Non, en fait, mes parents sont divorcés. Mon papa, je le vois très très peu, donc lui était pas vraiment au courant de quelque chose. Ma maman voyait que j'allais pas bien, parce que c'était au point où j'avais beaucoup maigri, je mettais des vêtements très larges, je me maquillais très noir au niveau des yeux, j'étais vraiment pas bien. Et mais en fait, quand je l'entendais, c'était oui, mais de toute façon, c'est une ado, ça va passer, ça va aller. Ouais, elle mettait ça sur le compte de l'adolescence. C'est ça, en fait. Exactement. Et donc je me suis toujours dit, bah c'est pas grave, ça va passer, comme elle le dit, ça passera. Mais elle savait pas, en fait, je lui avais vraiment pas parlé de tout ça. Puis j'ai commencé à sécher les cours parce que je me sentais vraiment pas bien. Puis l'école appelait ma maman en disant oui, mais votre fille elle est pas à l'école, donc je me faisais disputer après. C'est un cercle vicieux, en fait. Et puis un jour, je lui ai dit maman, ça va pas, je suis embêtée par telle personne, mais j'ai pas trouvé les mots pour lui dire. Et je suis quelqu'un qui minimise toujours tout. Et donc, je disais, oui, mais ça va pas, on m'embête à l'école, mais j'exagérais jamais dans ce que je disais. Et donc, elle dit, oui, bah, ça va, ne traîne pas avec eux et ça va passer. Et en fait, elle se rendait pas compte parce que je lui expliquais pas. Et donc, à cette époque-là, je lui en voulais, en tant qu'adolescente, de me dire, moi, je suis toute seule, j'ai personne pour m'aider. Et puis, j'ai voulu en parler à un professeur qui, lui, en fait, a essayé d'arranger les choses en faisant pire, parce qu'il nous a convoqués tous ensemble, et c'est pire que tout, en fait, parce qu'après, ils se sont vengés. Et puis, un jour, en fait... ça a été très mal parce que c'est un éducateur qui m'a vu sortir de l'école et je ne voulais pas passer cette grille parce qu'en fait les personnes qui me harcelaient étaient juste devant et attendaient pour me frapper. Et je me suis dit, si je passe la porte, je suis morte. Pour moi, c'était, je suis tabassée, je sais pas, mais il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et donc, je suis restée de l'autre côté de la grille et cet éducateur est arrivé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'avances pas, t'as un train à prendre? Et j'ai dit, je peux pas. Vraiment, je pouvais pas. Et il me dit, mais explique-moi. Et je voulais pas lui expliquer. Et je pense qu'il a compris de lui-même. Il a pris ses affaires. Il m'a dit, viens avec moi. Il m'a emmené en voiture à la gare. Et en fait, il m'a amené sur le quai de la gare, il m'a fait monter dans le train et il est ressorti du train, il a attendu que le train démarre. Et quand le train est parti, en fait, moi, j'étais soulagée. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui m'a aidée. C'était un vendredi et le lundi, quand je suis revenue à l'école, il m'a dit, tu vas devoir me parler, hein. Et je lui ai dit, non, je peux pas. Et puis il m'a dit, si. Et donc, en fait, je lui ai parlé et ça a été cette petit ange gardien, je vais dire ça comme ça, parce qu'en fait, il n'a jamais été voir ces gens-là pour il a été ton écoute. Voilà, et en fait, il m'a surveillé, c'est un grand mot, il n'était pas toujours là, mais dès qu'il était là, il surveillait que j'aille bien et qu'il n'y ait pas quelqu'un autour de moi qui m'embêtait. Ouais. Donc ça a été ce soutien un peu dans le dos de tout le monde, mais qui m'a vraiment aidée. Et en fait, après j'ai changé d'école et ça a été terminé. Mais sur le coup, j'avais cette personne-là et ça me faisait du bien parce que c'est la seule personne qui m'a aidée. C'est un peu sauvé en fait. Oui, ah oui. Il y avait la psychologue de l'école qui, elle, pareil, hein, je lui en ai parlé, elle en a parlé à tout le monde. Et donc il y a eu des paroles qui ont été aux élèves, qui ont été aux professeurs. Et au final, ça a été pire. Donc, est-ce que c'est elle qui t'avait conseillé de noter, de mettre sur papier? Non, ça c'était la psychologue en fait quand j'étais malade. Donc mes parents ont divorcé un peu après ma maladie, le début de ma maladie. Et donc j'avais cette maladie, j'avais le divorce de mes parents. Et donc elle a dit mais il faut écrire. Mais moi j'avais peut-être 4 ans, je savais pas écrire. En fait je faisais des vagues. Je le dis dans mon livre, mais je faisais des vagues. Et pour moi c'était de l'écriture en fait. Et puis un jour quand j'ai commencé à écrire, j'ai vraiment continué à écrire. J'avais plein de cahiers. Mes parents m'achetaient toujours des tout petits carnets, des petits trucs avec des dessins, des chats, des trucs. Et j'en avais tout plein. Et en fait au fur et à mesure que je commençais à écrire, j'écrivais vraiment de moi-même tout ce que je ressentais sans que personne soit derrière en me disant mais écris, ça va te faire du bien. Tu n'avais pas
quand tu as grandi, tu n'avais pas une amie, une confidente sur qui compter, en fait? J'en ai eu à l'école. J'ai ma meilleure amie qui est toujours là maintenant depuis la première secondaire. Mais en fait, moi, j'ai changé d'école et quand j'ai commencé à être harcelée, c'était pas dans l'école où elle était. Et donc, on se voyait, on se voyait beaucoup moins, en tout cas. Et quand on se voyait, je profitais de ces moments-là et donc j'en parlais pas. Et donc, j'ai vraiment été plus proche d'une autre amie qui vivait à peu près la même chose. Et là, en fait, en parlant à deux, on s'est rendu compte qu'on vivait pas totalement la même chose, mais presque. Et donc, on arrivait à se soutenir. Mais on ne pouvait pas céder parce que en fait, chacun avait son propre lot, son propre fardeau. Mais une écoute, c'est important en fait dans ce que tu vis. C'est ça. Et donc tu vis ce harcèlement, tu écris ce livre. Comment dans ta vie de femme, quand tu grandis, tu te dis je vais aller ensuite témoigner dans des écoles parce que c'est quand même un gros traumatisme ce que tu as vécu. On a envie parfois de se dire les écoles, moi je mets plus un pied dedans. T'as eu envie un peu de faire un pied de nez en faisant ça? Est-ce que tu t'es dit vraiment je vais le faire pour ceux qui vivent la même chose, peut-être un peu comme tu dis ton ange gardien? Est-ce que c'était cette volonté-là d'aider les autres dans ta démarche? Je pense que derrière il y a ça. Et alors quand j'ai fini l'école, je suis devenue assistante maternelle. Et donc j'étais toujours dans les écoles, pas secondaires, mais voilà. Et je voyais déjà des enfants en primaire se faire harceler. Et même parfois en troisième maternelle, il y avait c'était pas du harcèlement comme on vit en secondaire, mais il y avait quand même, ils étaient quand même embêtés par d'autres. Et je me disais, mais allez, c'est pas possible que même si jeune. Et j'ai continué en fait à aider ces enfants-là qui venaient vers moi, qui me disaient madame, on m'embête. J'ai essayé de les aider comme je pouvais. Et puis je suis passée dans le journal avec mon bouquin et il y a une professeure qui en fait m'a contactée de là et qui m'a dit mais on aimerait bien parler du harcèlement, ça fait partie de notre cours. J'ai dit oui, ils m'ont dit vous voulez bien venir et en fait moi ça a été compliqué. Au début, je ne voulais pas. Et je leur ai dit, écoutez, je pense pas que je vais y arriver. Et alors, on partait sur une trentaine d'élèves. Et je m'étais dit, bon, allez, ça peut aller. C'est une grosse classe. Vas-y, fais-le. Et je me suis dit, déjà, c'est pour aider les enfants. Et moi, c'est aussi un pied de nez, comme tu disais. Et ça peut m'aider aussi, moi, à aller mieux et à me reconstruire, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas? Et donc j'y suis allée, sauf qu'en fait c'est passé de 30 élèves à 200. Quand je suis arrivée, ils m'ont dit mais en fait tu vas aller dans la grande salle là-bas, c'est en amphithéâtre quasiment. Et ils m'ont dit tu vas faire ça devant 200 élèves. En fait c'était toutes les classes de première et deuxième secondaire si je dis pas de bêtises. Et c'est quand même un fléau actuellement. Enfin, on a connu moi j'ai 36 ans et j'ai connu tout ce qui était harcèlement scolaire à mon époque, mais de notre époque, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, il y a tout ce packaging avec, qui est un peu incontrôlable. Donc, je pense vraiment que dans les écoles, c'est une conscientisation qu'ils ont besoin. Donc, la démarche, elle était top de cette école-là, en fait. Fait. Pour ça, Maintenant, pour toi, c'est un fameux challenge de te retrouver face à autant d'enfants avec cette projection que dans le lot, tu peux retrouver des harcelés, mais aussi des harceleurs et des gens qui n'ont pas envie d'écouter ce que tu dis. Donc, comment ça a été reçu ton accueil? Alors ça a été compliqué parce que quand je suis arrivée, ils sont rentrés comme des ados en courant, en criant. Je me suis dit j'y arriverai jamais. Quand j'ai vu le troupeau arriver, je me suis dit j'y arriverai pas. Et puis la professeure a pris la parole d'abord et puis après elle m'a dit maintenant c'est à toi. Donc j'ai commencé. J'avais de la chance, c'est que derrière j'avais mon diaporama et donc je peux me recentrer là-dessus pour pas trop penser à ce qu'il y avait devant moi avec tous les yeux comme ça face à moi. Et c'était compliqué parce qu'il y avait des harceleurs dedans comme tu le dis. Et on les a vus directement parce qu'ils se sont mis dos à moi. Et en fait, c'était vraiment, tout le monde était en rangée et eux ont retourné leur chaise pour pas m'écouter. Et même moi, en étant adulte, je l'ai très mal vécu. Et je me suis dit, mais allez, c'est pas vrai. Et en fait, c'est comme si c'était un schéma qui revenait. Je me disais, mais c'est pas vrai, on va encore m'embêter alors que je suis adulte. Ce qui était faux, c'est juste que c'est des enfants qui viennent nous embêter, ils pensent avoir du pouvoir, en fait. Et donc, à un moment, la professeure l'a vu. C'est-à-dire, vous retournez vos chaises, sinon vous sortez, quoi. Donc, ils ont retourné leurs chaises, mais ils parlaient entre eux. Et en fait, à un moment, on a fait une pause boisson, pipi, etc. Et quand une enfant est arrivée près de moi, je lui ai dit, mais ça va, pourquoi tu viens près de moi? Elle me dit, parce que moi, je suis harcelée et j'ai besoin d'aide. Et en fait, il y en a plein qui sont arrivés comme ça à me dire, mais oui, moi, j'ai un problème. Et ils m'ont demandé mais qu'est-ce que je peux faire, donc moi j'avais 10 minutes, je leur ai un peu parlé, mais il n'y a pas de grands conseils. En fait c'est très difficile de donner un conseil à quelqu'un qui est harcelé parce qu'il n'y a pas de solution à part les changer d'école. Et encore moi on m'a retrouvée, donc je veux dire
Il n'y a pas tant de solutions que ça, en fait. Non. Je vais peut-être exclure ces enfants-là de l'école, mais totalement ceux qui harcèlent, pas ceux qui sont harcelés, évidemment. Mais je n'ai Dans pas cette ce solution. problème de harcèlement, c'est qu'on peut très vite basculer d'un état à un autre Ah oui, aussi. oui, pour se venger aussi. L'harcelé peut devenir harceleur aussi. C'est très complexe, comme cas. Et puis, comme tu dis, je pense que ça doit vraiment être étudié par des psychologues ou avoir un encadrement particulier. À l'heure actuelle, je ne sais pas si les profs sont vraiment bien formés sur ce genre de problème et s'il y a vraiment une aide, même venant de l'extérieur, sur lequel ils peuvent se baser pour aiguiller les parents qui vivent ce genre de choses. C'est assez complexe. Du coup, on va continuer dans ton parcours ici. Tu as vécu ça, tu as été affronté donc les écoles et justement, enfin on va pas dire t'es harceleur, mais une projection de t'es harceleur. Ensuite tu dis tu as écrit un livre sur la Corse qui était complètement une fiction. Oui. Pourquoi ce besoin d'écrire plutôt une fiction et pas quelque chose de plutôt réaliste ? Parce que je voulais changer et que je voulais voir si j'étais capable d'écrire autre chose que ma vie ou quelque chose qui existe. Ouais. Parce que c'est facile en fait d'écrire quelque chose qui existe ou qu'on a vécu. C'est juste poser des mots comme ça les uns après les autres en disant bah oui il y a eu ça puis ça puis ça. Mais écrire une fiction c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on démarre d'une histoire qui n'existe pas et il faut la finir. Et ça c'est vraiment un travail qui est très compliqué et je pensais pas y arriver. Je suis quelqu'un qui me challenge beaucoup et donc je me suis dit ok ben là je vais voir si je peux arriver jusqu'au bout et bon ça a été une fierté quand il est sorti parce que je me suis dit ok je l'ai quand même fini, ça va et les retours étaient plutôt positifs donc est-ce que tu as fait des études en fait en littérature ou quoi pour savoir peaufiner ton écriture ? Pas du tout. Je me suis vraiment lancée comme ça. C'était après mon premier roman où c'était mon récit de vie. Je me suis dit bah je vais essayer, j'adore ça donc je me suis lancée et puis je me suis dit on verra. Comment tu t'es formée en fait pour ça ? Je me suis pas formée du tout. Pas du tout. Pas du tout. À force de lire en fait, je pense que comme je lis, je suis à une centaine de bouquins par an donc je pense que j'en lis plutôt pas mal et je me dis bah au final, je sais bien lire les mots, je sais bien les écrire, je pense. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. Et au pire, ça marche pas. C'est vraiment de l'instinct chez toi. Est-ce que tu fonctionnes avec des relecteurs Oui, quand même. J'ai quand même des gens derrière qui me... C'est des bêta-lecteurs et tout ça, mais j'en ai 2-3 qui viennent à chaque fois pour lire mes bouquins et qui me font leur retour. Et ils me disent, bah là, pas trop fan, on change ça. Et voilà. Et moi, je suis ouverte à tout ça. Donc, c'est pas un problème. Si on me dit, il y a un truc qui va pas là, je vais le retravailler. Ça, c'est pas... Ok. J'aime bien me remettre en question et... Ton livre ici, Le soleil ne meurt jamais, traite d'un sujet assez lourd. Toi qui as vécu justement la maladie, tu es revenu sur le sujet de la maladie de Charcot, qui est quand même une maladie très dure. Pourquoi ce sujet-là ? Je ne sais pas. Moi, j'ai toutes des choses qui débarquent comme ça dans ma tête et je ne sais pas quoi en faire. Et donc, je les écris. Et un jour, j'étais chez le médecin et j'ai vu cette affiche sur la maladie de Charcot. Et je me suis dit, tiens, je vais me renseigner sur cette maladie. Et en fait, ça en a découlé de là. Et je suis allée sur des groupes Facebook de maladie de Charcot. J'ai voulu discuter avec des personnes qui le vivent ou qui l'ont vécu par la famille ou autre. Et j'ai des personnes adorables en fait qui ont pris du temps pour moi, qui m'ont fait des fichiers Word pour m'expliquer par quoi ils étaient passés. Et comme ça, moi, j'avais en fait l'explication de cette maladie, comment on le vit avec un parent malade ou soi-même. Et donc j'ai pris tous ces petits témoignages et j'en ai fait le roman. Évidemment, ça n'a pas fait mon roman, mais ça m'a aidé en tout cas à créer mon personnage et voilà. Parce que c'est assez dur d'écrire sur une maladie où on sait que la finalité, t'as pas vraiment d'espoir de survie avec cette maladie-là. En ayant déjà en plus vécu une leucémie, c'est très lourd. Après, j'ai l'impression que chez toi, c'est quelque chose, tu te challenges sur des choses que tu ne connais pas et tu les creuses. C'est ça, j'adore ça. Les paysages ou... Oui, c'est ça. D'accord. Je faisais de la photo avant et pareil, la photo, j'ai commencé la photo sans prendre de cours. Et j'ai fait ça pendant des années. Puis après, j'ai quand même été à l'école en photo, mais à un moment, j'ai fait ça sans avoir pris de cours et j'adorais ça. En fait, j'adore apprendre de moi-même et me challenger sur plein de choses. Donc, voilà. Et quel a été le retour lecteur sur ces derniers livres ? Pour l'instant, je suis plutôt contente. J'ai pas eu de retour négatif. Franchement, il y a parfois des gens qui me disent « Ah ben là, j'aurais peut-être mis autre chose. » Mais bon, voilà, je veux dire, ça peut pas plaire à tout le monde. Et pour les personnes, en tout cas, qui m'ont lu, ils étaient tous à peu près satisfaits. Donc, et la plupart me disaient « Ah, mais j'attends le prochain avec impatience. » Et bon, là, c'est une petite pression en plus où tu te dis « Bon, il va peut-être falloir Est-ce que tu te considères comme écrivaine ou est-ce que tu as un peu le syndrome de l'imposteur ?
l'imposteur? Non, j'ai plus le syndrome de l'imposteur. Ouais. Je suis pas. J'adore faire des salons du livre. Ça, aller là-bas et pouvoir parler de mes écrits, j'adore ça. Mais par exemple, quand on va me demander c'est quoi ton métier, je vais jamais dire je suis auteur, quoi. Ouais. C'est pas mon. J'ai pas l'impression de l'être. Et dans ma famille, en fait, on n'est pas forcément des artistes. Et donc, moi, le fait d'écrire, alors ça passe bien, hein, je vais pas dire le contraire, mais on me dit bah oui, c'est ta passion. Et donc, moi, ça rentre pas non plus dans ma tête de me dire que j'écris et que je suis vraiment auteur, parce que pour ma famille, c'est une passion, et donc pour moi, ça l'est aussi, quoi. Souvent, les regards de la famille, c'est pas toujours le regard de l'extérieur non plus. C'est beaucoup plus critique. C'est ça. Donc, c'est pas toujours évident. Tu parlais justement des salons de l'écriture. Comment ça s'est passé les premières fois où tu t'es installé là avec tes livres? T'as eu l'occasion de rencontrer des gens qui t'avaient lu ou qui te découvraient justement au salon? Est-ce que t'as des anecdotes à partager? C'était stressant. Ouais. Super stressant, parce que vraiment, moi, j'étais là, je me disais, mais pourquoi je me suis inscrite ici? C'était avec mon tout premier. Et quand je suis arrivée là, j'avais ma table avec juste un livre, et les gens autour de moi en avaient 2, 3, 4. Et je me disais, moi, qu'est-ce que je fous là? C'est pas mon endroit, c'est pas pour moi. Et j'avais 26 ans peut-être, quoi. Donc j'étais encore plus jeune. Et quand je suis arrivée là, les gens venaient et me disaient, ah, vous pouvez me parler de vos livres, enfin de votre livre, parce que j'en avais qu'un. Et je savais même pas quoi dire, parce que c'est un travail, en fait, de faire ça réellement, de se vendre et de vendre nos écrits. Et donc j'ai expliqué comme je pouvais, et je remarquais que ça marchait quand même, les gens étaient intéressés. Je me suis dit, mais ça pourrait en fait fonctionner. Donc j'ai fait quelques salons, et puis au fur et à mesure, il y a des gens qui arrivaient. Il y a une femme qui est arrivée qui m'a dit, je vous cherche depuis des mois en salon du livre, je vous suis depuis 2 ans sur les réseaux sociaux, et je voulais vraiment avoir une dédicace dans un de mes livres. Je savais plus où me mettre, j'ai l'impression d'être un Franck Tillier alors que je ne suis que moi. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à faire des dédicaces, c'était mes premières dédicaces, et c'est un truc où on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas pour nous, c'est trop grand, en fait. On a l'impression de vivre un rêve. Bon, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas forcément un rêve, parce qu'il faut se battre vraiment. Mais c'est chouette, c'est plutôt sympa de rencontrer plein de lecteurs, et que ces lecteurs reviennent quand on a un deuxième livre ou un troisième. Et ça, j'ai adoré celui-là, je vais lire celui-là. Et il y a un peu comme un système de fans qui se crée autour de tes livres. Ouais, ils me reconnaissent parfois dans un autre salon, et ils disent, ah mais elle, j'ai acheté tous ces livres. Et moi je suis, ah oui, c'est vrai, je repère bien les gens. Donc je me souviens de ces gens-là qui sont venus, et ils sont étonnés que je me souvienne d'eux aussi. Toi, t'es un peu de nature introvertie. Oui, quand même. Et donc oui, c'est quand même une... Oui. Il y a un challenge aussi tu dois prendre sur toi pour être sur les salons comme ça, d'aller. Mais malgré tout, j'ai l'impression que tu l'apprécies finalement, ce contact bienveillant. J'adore, mais en fait, ça me fait m'ouvrir justement à plein d'univers, et aussi de moi-même, parce que j'étais quelqu'un de vraiment timide quand j'étais enfant, adolescente. C'était même dire bonjour à un inconnu, j'y arrivais pas. C'était vraiment compliqué. Que maintenant, j'aborde les gens, j'arrive à discuter vraiment de tout et de rien. Bon, parfois, je bafouille encore, mais ça fonctionne super bien, et je me dis, en fait, ça m'a aidé à avancer dans ma vie aussi, et à avoir plus confiance en moi en même temps, quoi, et en ce que je fais surtout. Tu pourras peut-être rééditer alors La vie continue avec un passage. Je pense que je l'ai assez travaillé. J'ai plus trop envie de le revoir et de le réécrire. Est-ce que tu as des projets pour la suite d'écriture Oui, j'en ai plein. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça fuse trop dans ma tête, et du coup, je pense que j'ai 7 ou 8 manuscrits ouverts. Et mais parfois il y a 5 phrases, et parfois il y a 60 pages de fait, quoi. Mais je n'arrive pas à rester dedans. Bon, là pour l'instant, avec mon déménagement et tout ça, c'est encore plus compliqué, mais je n'arrive pas à rester concentrée dans un, tellement j'en ai dans ma tête qui se forme. Là, je suis vraiment concentrée sur un. Pour l'instant, normalement, ça devrait aller, mais je pars dans tous les sens, en fait. Ok. Donc pour le moment, pas un projet en particulier précis, mais plusieurs petites ébauches que tu auras envie de développer. Oui. Tu disais donc, toi, tu t'es auto-édité pour le premier livre quand tu l'as réédité. Oui. Les livres suivants étaient aussi en auto-édition. Oui. Pourquoi ce choix ? Alors déjà parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait d'être cadré, le fait d'avoir des règles et des lois et en fait moi j'aime bien faire ce que je veux. Et par exemple en maison d'édition, on ne choisit pas sa couverture, on doit changer des phrases de notre texte parce que ça ne plaît pas ou parce que ça n'est pas assez vendeur, ou voilà. Et moi j'aime bien juste je fais ce que j'aime et c'est tout. Et là, mais j'ai quand même un livre qui va sortir en maison d'édition en 2026. Et j'ai un concours de nouvelles que j'avais gagné avec les éditions Panthère. Et donc là, j'ai une nouvelle aussi qui est dans le recueil. Mais sinon, pour le reste, je me suis auto-éditée parce que vraiment, je préfère faire ce que je veux, avoir une couverture que j'adore, pouvoir vendre mon livre comme je l'aime. C'est difficile, je trouve, de vendre un livre qui nous plaît pas.
Et donc, la couverture, par exemple, mon tout premier, quand j'avais 16 ans, la couverture ne me plaisait pas du tout. Et donc, je l'avais sur ma table et je me disais, ouais, mais c'est pas mon truc. C'était pas ton choix? Non, c'était pas mon choix. J'ai pu donner mes idées, ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Et en fait, par exemple, je disais, je ne veux pas de rose dans ma couverture, je n'avais que du rose. C'est rose mauve, et je me suis dit, allez, c'est pas possible, quoi. Et en fait, on a l'impression qu'ils font tout ce qu'on veut pas. Mais pour nous, c'est difficile de vendre un truc qui nous plaît pas. C'est vraiment... Tu es la deuxième auteure que j'interviewe et qui, justement, s'est auto-éditée. Et je vois que tu as exactement le même discours. C'est un peu ce côté obligation qu'on a avec l'édition, imposition. Et c'est pas évident de effectivement toucher à son bébé. Enfin, tu le crées de A à Z. T'as envie qu'il soit conforme au moment de l'apparition, j'imagine. C'est ça. C'est pas évident. Ah, donc aussi tu fais des concours et... Oui. Ouais, très peu. J'en ai fait quelques-uns, pareil, c'est un challenge, parce que c'était du thriller en plus. Moi, j'écris pas de thriller, donc et bon, c'était Meurtre au cinéma, et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Le thème, il m'inspire un peu, donc j'ai commencé. Finalement, j'ai fini 3e. Je me suis dit, bon, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, j'ai adoré le faire. Et j'ai 2 manuscrits dans tous mes manuscrits en attente où il y a du thriller, mais je n'arrive pas à le continuer. Donc voilà, je continue. Je me dis, ce sera un challenge, et peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais tu aimes changer un peu vraiment pour te développer toi-même dans ton style aussi. Tu participes parfois à des rassemblements d'écrivains ou des regroupements d'écriture pour t'inspirer? Non, je ne le fais jamais. Je ne fais que des salons du livre ou marchés artisanaux ou autres. Mais je n'aime pas faire ça. En tout cas, pas pour écrire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est pas une maison d'écriture, mais c'est un endroit où on peut se retrouver. Mais je n'y arrive pas parce que moi, quand j'écris, j'ai besoin qu'il n'y ait pas de bruit et pas de mouvement autour de moi. Donc, s'il y a quelque chose qui bouge, je suis complètement déconcentrée et je ne suis pas... T'as besoin d'être vraiment dans l'isolement, en fait, dans ta démarche. C'est ça. Que certains, peut-être, ce sera dans le bruit. Ah oui, il y a des gens qui même m'écrivent avec un casque ou des choses comme ça. Moi, si j'ai de la musique, c'est fini, je suis totalement perdue. J'adore la musique, donc moi, je danse tout de suite ou je chante, et donc c'est fini, je sors vraiment de mon écrit. Mais non, moi, j'ai vraiment besoin qu'il n'y ait pas de bruit du tout. Et si quelqu'un fait de la tronçonneuse dehors, moi, c'est fini, je ne peux pas écrire, quoi. C'est vraiment, il me faut un truc insonorisé. Ce cadre d'isolement. Juste pour revenir encore sur... donc, tu as eu ce parcours plutôt privé un peu compliqué. Est-ce que tu as encore des démarches auprès de ce harcèlement scolaire que tu aimerais développer sur la prévention? J'aimerais bien refaire des conférences, mais pas dans des écoles, mais dans des classes. Donc pas pas avec 200 élèves, parce que même eux n'osent pas parler. Mais oui, parce que moi déjà je me sens mal à l'aise et eux n'osent pas parler. Donc ils ont un problème, ils vont pas oser en parler, et ceux qui s'en fichent, ils le montrent royalement devant tout le monde. Alors que si on est en petit groupe, je me dis que ce serait peut-être plus facile de faire rentrer dans les têtes comment on le vit et comment on peut s'en sortir. C'est ce que je pense. Après, peut-être que je me trompe. Donc j'aimerais bien refaire ça, mais dans juste des classes. Et alors, mon prochain livre qui sort en maison d'édition, là, ce sera vraiment sur le harcèlement scolaire. Donc c'est vraiment mon histoire qui a été romancée pour les élèves, en fait. Donc ça va être pour les 13-16 ans, je pense, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est vraiment cibler ce public-là pour qu'ils se rendent compte de l'impact qu'ils peuvent avoir en étant harceleurs, mais aussi en étant harcelés, ce qu'on peut subir, quoi. On peut savoir le nom du livre? On ne l'a pas encore. On ne l'a pas encore. On est en travail éditorial et le titre est pour l'instant provisoire. 2026, mais on ne sait pas exactement quand. Exactement. On a hâte. On va suivre les réseaux. Donc, si tu devais choisir un des livres que tu as écrit à conseiller vraiment aux personnes qui nous écoutent, lequel tu te dis, celui-là, vraiment, c'est mon petit chouchou? C'est Le soleil ne meurt jamais. C'est le dernier. Pourquoi? Peut-être parce que j'en suis fière quand même d'avoir autant travaillé dessus. Je pense que j'ai fait un travail monstre là-dessus. C'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. Puis j'ai même été à La Rochelle pour vraiment le finir. Et je trouve que l'histoire, je l'ai plutôt bien tournée. Alors, je suis pas quelqu'un qui se vante, mais je trouve que je l'ai bien tournée et j'aime mettre le suspense dans mon livre. Et effectivement, il y a un suspense sur la fin qu'on s'attend pas. C'est ça. Donc je voulais vraiment en fait, tous mes livres, même L'encre de l'oubli, comme tu l'as pas encore fini, mais la fin, c'est pareil. En fait, j'aime vraiment, je l'explique au lecteur quand j'en parle en salon, je veux absolument que le lecteur se perde dans mon livre et qu'à la fin, ils se disent « Waouh, je m'attendais pas à ça ». Et je veux vraiment que ça arrive dans tous mes livres ou quasiment tous mes livres. C'est vraiment le petit suspense que j'aime mettre, même si c'est des romans doux. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches, toi, en tant que lectrice, dans tes livres? Ah oui, moi j'adore ça, les fins où je me dis waouh, ok, j'imaginais toutes les fins possibles et en fait c'était pas celle-là, quoi. Donc t'es ta première fan finalement dans le style... Dans le style là, oui. Peut-être pas pour l'écriture en finale, mais parce que bon, voilà, j'aime ce que j'écris, mais je suis pas bon juge par rapport à ce que je fais. Mais est-ce que, j'ai encore une question aussi, c'est dans le livre Le soleil ne meurt jamais, tu prends la position d'un homme.
Oui. Est-ce que c'est facile pour toi de te mettre dans la peau d'un homme ? Oui, je préfère me mettre dans la peau d'un homme qu'une femme. Pourtant, je suis très bien en tant que femme, mais je ne sais pas. J'adore me projeter en tant qu'homme dans un livre. Est-ce que c'est la personne que je recherche dans ma vie que j'écris ? Je ne sais pas. Ou si c'est juste le frère que j'aurais aimé avoir, ou le meilleur ami, ou j'en sais rien. C'est vrai qu'il est très charmant. Hein, Oui, c'est vrai que... Le personnage principal est très très charmant. On aurait tous envie d'être son ami. Mais c'est vrai qu'en fait, je cherche cet ami que j'ai peut-être pas forcément, ou que j'ai, mais que j'ai envie d'idéaliser, je sais pas. Mais même dans l'encre de l'oubli, mon personnage principal est un homme. À chaque fois, mes romans, j'ai beaucoup plus de facilité à l'écrire en tant qu'homme que femme. C'est moins évident pourtant. Eh bien, quand je parle avec les autres auteurs, ils me disent la même chose. Ils me disent non, mais c'est compliqué. Moi, j'écris en tant que femme en étant femme. Et je dis non, moi, écrire en tant que femme, j'ai beaucoup de mal. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Donc mes personnages secondaires sont souvent des femmes, mais le principal, c'est un homme. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que ça marche pour les livres. C'est vrai que j'aimerais bien travailler là-dedans. En fait, j'aimerais bien être indépendante dans les bouquins, être un Franck Tillier, être un Guillaume Musso. Voilà. C'est chouette d'avoir des rêves et des challenges. Je rêverais vraiment de vivre de ça. Mais après, voilà, que ça se passe bien. Je veux dire, niveau santé, niveau relationnel, que ça se passe bien. Je pense que c'est ce qui importe le plus. Oui, je pense, effectivement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. C'est ainsi que se referme cette parenthèse sur notre canapé. Ce que je retiens de mon échange avec Mathilde, c'est que même quand le destin semble s'acharner, il reste toujours une place pour la création et la transmission. Si le parcours de Mathilde vous a touché, et je n'en doute pas, je vous invite vraiment à découvrir son univers, à aller explorer les paysages corses de l'encre de l'oubli, ou laissez-vous porter par l'humanité de son dernier livre, Le soleil ne meurt jamais. Mathilde est présente également sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller la suivre pour découvrir son quotidien d'écrivaine. Ses livres sont des compagnons de route précieux pour quiconque cherche un peu de lumière. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Si ce moment vous a fait du bien, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute préférée, ça aide énormément le podcast à grandir. Prenez soin de vous et à bientôt sur Côté Canap'.